Le chef de cabinet lui donne Pétain, puisque ce sont des gens, c'est des amis proches. Et Pétain lui dit, je ne peux rien faire, le droit de faire 2 appels téléphoniques. Et donc il a appelé mon grand-père. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite notre premier invité, j'ai nommé Gilles Pérez. Alors, on est ravis de t'accueillir, Gilles. Bonjour. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on a plutôt l'habitude de t'interviewer pour parler des Tioulim, des paysages d'Israël et de tout ce que tu fais dans ta vie professionnelle et de l'histoire d'Israël. Mais aujourd'hui, nous sommes Yom HaShoah VaGvura et évidemment, tu as une histoire personnelle que tu n'as jamais racontée, une histoire qui te touche de très près, c'est celle de ton grand-père, Léon Meiss. Alors Léon Meiss, vous ne le connaissez peut-être pas, on va dire que c'est un peu un grand oublié de l'histoire, non seulement de l'histoire des Juifs de France et du judaïsme français, parce que c'était un homme extrêmement important, on va le détailler, mais aussi il a sauvé des milliers de Juifs pendant la guerre et le grand public ne le connaît pas. Comment est-ce possible ? Mon grand-père était un homme très actif, très discret, peu bavard, avec un culte du silence total dans la famille. À vrai dire, tout ce que j'ai pu accumuler, ramasser sur son activité m'est venu au hasard au fil de mon travail ici en Israël, en accompagnant des visiteurs, des personnalités. Et c'est ainsi que j'ai pu commencer à échafauder et à comprendre ce qui s'est passé. Mais chez nous, on ne parlait pas. Je ne saurais vous dire. C'est incroyable. Alors, juste pour le situer, et puis après, on va bien sûr détailler, mais ça a été un très grand magistrat français. Alors ça, il faut quand même le dire. Il a été président de la 11e Cour d'appel de Paris, conseiller à la Cour de cassation, et il a été surtout président du consistoire de 44 à 49, donc en pleine guerre. Voilà. Et il a été aussi fondateur de toutes les institutions juives existantes encore aujourd'hui, en passant par le Fonds social, le CRIF. Il a créé le CRIF. Il a présidé également l'Alliance, enfin, en tout cas, il a fait partie du comité central de l'Alliance. Il a fait énormément de choses. Il était à l'Osée, à l'Ordre, enfin bon, il était partout, quoi. Il a même présidé les EI, je crois. Bien sûr. C'est incroyable. Il a présidé les EI, il a beaucoup agi avec les EI pendant la guerre et après la guerre, pendant la guerre avec Robert Gamzon. Et c'est comme ça qu'il a sauvé beaucoup d'enfants. Ma maman, il avait 2 filles, dont ma maman, donc. Ouais. Et c'est une histoire étonnante. Il est né en Lorraine en 1896. Autrement dit, quand l'Alsace-Lorraine était occupée par les Allemands, c'était une famille très, très française, très juive. Ils étaient pratiquants comme on était juifs à l'époque. C'était un judaïsme, on fait la prière le matin, on met les tefilines, on mange kasher, le kasher de l'époque. Ses parents, comme tous les juifs lorrains, étaient ou marchands de bestiaux ou bouchers. Donc ses parents à lui étaient bouchers. Et il a grandi donc sous occupation allemande. Donc il parlait l'allemand. Il a étudié son droit d'ailleurs en allemand, je crois. Non, il a étudié son droit en français. Ah pardon, mais après. Il a fait le lycée à Sarrebourg, donc qui était maintenant ville allemande. Ok. Néanmoins, la famille était profondément francophone. Il a été incorporé pendant la Première Guerre mondiale dans l'armée allemande, qu'il a chassé à un certain moment pour manque de patriotisme ou pour avoir des sentiments trop pro-français. C'était des juifs français, des juifs qui aimaient leur pays, qui respectaient leur pays et qui souffraient de l'occupation du moment. Et tout de suite après-guerre, il part à Strasbourg faire son droit. Ok, alors ensuite, bon, la vie continue pour lui. Il est diplômé en droit, brillant étudiant, je crois. Et puis, en 1940, après la débâcle, on va dire, eh bien, il était dans l'armée française, pour le coup. Il était même, je crois qu'il avait des fonctions juridiques. Oui, il dirigeait un tribunal, tribunal militaire français. Voilà. À vrai dire, donc, il a fait son droit dans l'est de la France. Il est devenu juge dans différentes villes. Il était au tribunal, président de cour au tribunal lorsque les lois raciales ont été promulguées. Et donc, en bon citoyen, il a été s'inscrire en tant que juif au commissariat. Et le lendemain, il a été démis de ses fonctions de juge. Donc, il n'avait plus rien. Il ne pouvait pas pratiquer. Ma grand-mère, qui était, je crois, la première avocate de France qui a plaidé en tribunal, elle aussi ne pouvait pas pratiquer. Et ils ont dû partir se cacher. Et donc, il est parti
en zone libre. Il a appris un métier pour nourrir sa famille, tourneur sur métaux. C'est incroyable. Quand vous pensez ce que représentait le statut d'un magistrat au début du XXe siècle, donc il est passé vraiment... Il est rentré dans ça ne lui a le pas monde. posé de problème apparemment. Il s'est mis à la situation et il a compris le drame qui se tramait. Et donc il a décidé de rejoindre le consistoire qui était exilé à Lyon. Et il était le représentant au consistoire de la région Lorraine. Il n'avait pas une vie active dans les institutions juives avant-guerre. Mm-hmm. Mais quand il a senti l'urgence, il était haut fonctionnaire et il avait ce sens. Et il comprenait ce qui était en train de se tramer. Il a pensé qu'il pouvait être utile. Et ensuite, il y a eu la terrible histoire de l'arrestation du président. Alors, on va en parler, mais à quel moment Léon Meiss, donc ton grand-père, est rentré dans la résistance ? Je pense tout de suite quand il est arrivé dans la région... en zone libre. En zone libre à Lyon, puisque c'était un cas terrible. Les Juifs étaient persécutés, les familles étaient arrêtées. Il a compris la douleur particulière des Juifs apatrides, qui étaient sans papier. Les Juifs de l'Est, qu'on appelait les Ostjuden, et des Juifs séfarades qui venaient de Turquie, toutes sortes de populations qui étaient retrouvées sur le sol français à différentes époques, qui ne pouvaient pas faire valoir leurs droits, qui ne connaissaient pas tellement non plus la France. Ils étaient eux-mêmes en période d'intégration. Il s'est senti et donc, il a peu... créé des réseaux. Je me suis aperçu après, je l'ai su très tard, à vrai dire, au cours d'une visite officielle. Ça aussi, c'est dingue d'avoir récolté des informations. Je crois que c'était une visite de Chaban-Delmas, c'est voilà, ça, en ça, Israël, que tu as guidé. Oui, que j'ai accompagné de longues années, qui était Chaban-Delmas, qui était président de l'Assemblée nationale et maire de Bordeaux. Et puis on a parlé de cette période-là, en ce jour de la Shoah, on a parlé de résistance, de Shoah, et m'a demandé... D'où tu étais ? Je lui ai dit, voilà, mon papa vient du Maroc, mon grand-père, de l'autre côté, c'est des Juifs de souche, français. Il m'a demandé son nom. Et quand je lui ai dit son nom, il m'a dit, mais c'était un de mes lieutenants. Dans la résistance. Dans la résistance. Il dirigeait un réseau des forces françaises libres dans la région lyonnaise, où ils ont fait un travail colossal. Ah, ils ont fait un travail colossal aussi avec, bien sûr, Robert Gabzon. Ils ont fabriqué des faux papiers. Ils ont fait passer des enfants en Suisse, en Espagne. Ouais, ils ont trouvé des fermes pour cacher des familles, pour cacher des enfants. Bref, un travail. Et tout ceci... avec une discrétion la plus totale. Tous ces réseaux étaient infiltrés, il y avait beaucoup de trahison, il y avait la milice, etc. C'était extrêmement dangereux. Et complexe. Terriblement complexe. Alors, sa vie va aussi basculer à un moment terrible lors de l'arrestation de Jacques Heilbronner, qui était à l'époque président du consistoire. Voilà, le consistoire qui était passé de Paris à Lyon, parce que c'était plus possible. Le consistoire qui, à l'époque, était la structure officielle qui représentait donc les Juifs de France face à l'État français. Heilbronner lui-même avait fait l'école d'officier avec Pétain. Il était ami de Pétain, déjeunait fréquemment ensemble le dimanche. On a du mal à comprendre comment... Des gens parfaitement intégrés dans leur pays. Il avait d'ailleurs, ma maman me raconte, c'était fameux, on savait, Heilbronner avait le téléphone, il avait un téléphone à 5 chiffres. Des choses qu'on n'imagine pas. C'est un proche de Pétain. Proche, pas politiquement, ami de Pétain. Ils ont fait l'école d'officier ensemble et ils ont des carrières en parallèle. Mais ça ne lui a pas sauvé la vie. Et la milice, la police française vient l'arrêter. Madame Heilbronner appelle la présidence à Vichy, appelle Pétain. C'est dingue. Et la secrétaire, le chef de cabinet, lui donne Pétain, puisque ce sont des gens, c'est des amis proches. Et Pétain lui dit, je ne peux rien faire. Et le président Heilbronner avait le droit de faire 2 appels téléphoniques. Et donc il a appelé mon grand-père. Et... il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il partait. Oui, c'était fini. Ouais, il est parti. Et donc, et mon grand-père a été convoqué le lendemain à la Gestapo. Il est allé. Oui, mais il est parti, quoi. Pour la famille, il partait, quoi. Ça y est, il a été pris. Mais il s'en est sorti.
Et ils lui ont laissé les clés du consistoire, mais enfin, tout ceci était sous contrôle. Alors, il ne s'agit pas de l'UGIF, il s'agit de diriger les institutions cultuelles juives. Et sous cette activité, il a fait une activité parallèle considérable, extrêmement discrète. Je suis évidemment attristé au fait qu'on a perdu les archives. Ouais, alors ça aussi, c'est non seulement le personnage est oublié, mais même les documents écrits. Il y a une histoire rocambolesque voilà, de toutes les archives qu'il avait conservées, les archives énormément. J'ai grandi dans les archives secrètes. Tout ça a été perdu, ou en tout cas volé, pillé dans des conditions un peu bêtes. Un peu stupides, je l'avoue. On avait, je sais pas, dans ma famille probablement... Ce travail était tellement discret, le personnage était tellement discret... Qu'on ne se rendait pas compte de l'importance. Qu'on ne se rendait pas compte de la valeur et de l'importance de tout ceci. Et lorsque ma grand-mère, très âgée, a déménagé à Londres, vivre chez sa fille, chez ma tante, elle est partie avec quelques valises. Et donc, il fallait vider un appartement énorme de 5 pièces qui était rempli de bibliothèques, et de livres, de pièces d'art, etc., etc. Et je crois que le déménageur, le chineur qui est venu, lui a fait une offre. Je vous envoie les valises, je prends les affaires, je m'arrangerai, ça me couvrira les frais. Et je l'ai su bien plus tard, en accompagnant un monsieur d'honorable mémoire qui dirigeait Yad Vashem France à l'époque, monsieur 15, Renaud Livracha, qui me dit quoi, vous êtes le petit-fils, vous savez que j'ai un Pentateuque, j'ai un Tanakh français-hébreu de Léon Meiss de 1720. Je lui dis, rendez-le-moi. Elle me dit, non, je l'ai acheté en bonne et due forme à Drouot. Je lui dis, vous avez acheté une collection de notre famille à Drouot? Il dit, oui, mais enfin, il y a eu une vente pendant 2 jours. Maintenant, vous devez imaginer que ceci a lieu pendant que nous, on était réservistes au Liban. Ma vie en Israël, moi, je suis venu ici en terminale. Nous sommes extrêmement loin de tous ces sujets-là, je vous raconte. Vous êtes à peine au courant, quoi, en fait. On n'est pas du tout au courant. On n'est pas du tout au courant. Et malheureusement, je pense que le chineur... Parce que 2 jours de vente à Drouot, c'est quand même exceptionnel. Ça veut dire que c'était une collection importante. Oui, bien sûr, mais ça c'est pour les objets d'art, les objets de valeur. Bien sûr. Mais des documents historiques d'une telle importance. Donc c'est là-bas c'est par ce chineur-là que les archives secrètes du consistoire ont été perdues. Il a probablement jeté toute cette paperasserie qui n'intéresse pas, c'est pas vendable. Ce qui s'est fait dans la résistance. Dans le secret. Voilà. Alors, il a été quand même très visionnaire parce qu'il y a eu le Léon Meiss d'avant-guerre, le magistrat, le Léon Meiss pendant la guerre, le résistant, celui qui a sauvé des centaines d'enfants. Et puis, il y a aussi le Léon Meiss d'après-guerre, celui qui a reconstruit un petit peu, ou qui a voulu reconstruire le judaïsme français, et avec toutes ces institutions qui existent encore. C'est assez incroyable. Mais c'est le même. Quand il a pris ses fonctions pendant la guerre, je veux imaginer qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats pour être dirigeant du consistoire de France sous l'occupation, avec les risques que ça représentait. Il a posé une condition. Il a dit, nous nous battrons pour tous les juifs qui sont sur le sol français, et pas seulement sur les juifs de souche. Il a insisté pour que tous ces gens qui étaient sur le sol français, qui étaient apatrides ou qui étaient réfugiés d'Afrique du Nord ou des Balkans, puissent être protégés avec l'aide des institutions françaises. Et cette chose-là, il va la transférer quand la guerre se termine. Alors juste avant de parler de ça, de son désir de réunifier tout le monde, peu importe qu'on soit français, apatride, polonais, peu importe, lui, il voulait vraiment que tous les juifs fassent un tout, les juifs vivant sur le sol français. C'était important pour lui. Mais on se demande comment il a pu échapper, comment il a survécu pendant la guerre, parce qu'il a été quand même menacé. Il y a plusieurs fois des moments... Plusieurs fois, il était à 2 doigts d'être pris. Il y a eu aussi un moment où son second, dans ce réseau de résistance, qui était un docteur lorrain, qui était donc caché dans la même région, un des agents du réseau avait des contacts avec la milice et a reçu comme information que ce docteur, le docteur Revel, personnage extraordinaire dont les enfants sont des personnalités aujourd'hui en Israël, Dr Revel
que la Gestapo était en chemin pour l'arrêter. Et là, il a couru chez lui, au risque de se faire prendre aussi en même temps, et il a dit « partez ». Tout de suite. Et le gars a dit « mais enfin, j'ai ma famille, mes enfants, qu'est-ce que je fais ?» Il lui dit « laissez-moi les garçons ». Et donc les garçons de cette famille ont grandi dans la cache secrète qu'il y avait dans la maison. Ma maman avait... Oui, c'est ça, parce que c'est des histoires dans les histoires. Parce que, bien évidemment... Et ils ont grandi pendant plusieurs mois, ils sont restés ensemble. Votre mère et donc tous les enfants de Léon Meiss étaient cachés. Et les garçons, les Revel sont partis avec les filles. Et les garçons Revel étaient dans la cache de Léon Meiss. Dans la cage, dans le placard à double fond qu'il avait construit lui-même. Il était bricoleur, il fallait faire les choses. Et plusieurs mois après, je crois 8 mois après, ils ont retrouvé leur famille. Là, il les a protégés, mais les occasions n'ont pas manqué. Alors, il y a un très joli texte, parce qu'il a préfacé justement un ouvrage du docteur Revel qui s'appelle « Évocation de Buchenwald ». Je vais juste lire parce que c'est aussi émouvant d'avoir la parole de ce personnage méconnu. J'espère que cette émission participera au fait de le faire peut-être connaître. Peut-être que même vous allez récupérer d'autres témoignages de gens qui l'ont connu, ou des petits-enfants, de ceux qui ont été en contact avec lui, qui l'a sauvé. Pourquoi pas, on ne sait pas. La radio, ça va loin. Parfois, on a des surprises, donc je vais lire juste la préface de ce texte. Donc c'est les paroles de Léon Meiss, qui était à l'époque président du consistoire central des Israélites de France, comme on disait à l'époque. Nous voulons nous souvenir, nous le voulons, parce qu'il faut que les générations qui montent sachent à quoi peuvent aboutir des doctrines totalitaires, des théories raciales, des mouvements antisémites. Sous la plume du docteur Revel, dont j'ai lu l'ouvrage, non seulement avec la sympathie que commande l'amitié, mais avec la rigueur qui s'impose au président du consistoire central des Israélites de France, j'ai trouvé comme leitmotiv cette leçon que je propose aux lecteurs pour sauver le monde, la civilisation, le judaïsme. N'oublions jamais. C'est beau. C'est impressionnant, bien sûr. Ouais. Donc il revient. L'après-guerre, Paris, il est nommé comme si de rien n'était. D'ailleurs, je vous ai transmis une photo d'un des documents, ses états de service dans la magistrature française, comme si de rien n'était. Il n'apparaît pas qu'il a été chassé de ses fonctions. Il réintègre ses fonctions. Et peu de temps après, il est envoyé par la France. Après, on va en reparler de ça, mais juste pour terminer avec ce chapitre, parce que c'est vrai que lui n'a pas été attrapé, malheureusement. Sa sœur, Jeanne, sa famille, bien sûr. Son neveu, son neveu a été pris, alors que lui aussi devait être pris, puis il était en train de prier. Des gens très, très proches. Voilà. Et bon, on a la liste, voilà, stabilo sans il est resté prié. Il y a eu un bombardement sur la synagogue de Lyon, qui fait que les gens en prière se sont enfuis de la synagogue. Ceux qui sont sortis ont été pris. Et il est resté à prier avec cette filine, comme pour terminer scrupuleusement sa prière. Et il n'a pas été pris de nouveau. Ouais, c'est vraiment une succession de coups de chance, on va dire ça, en tout cas de coups du destin, voilà, ou du Très-Haut, on va dire ça comme ça, qui était là pour apparemment veiller sur lui. Il a bien fait parce qu'il a beaucoup, beaucoup aidé la communauté juive de France jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et puis, on a parlé des institutions très peu, mais on n'a pas terminé avec sa carrière. Tu étais en train de dire qu'il a réintégré ses fonctions, comme si de rien n'était. Hein, il y a eu, tout à fait. Il y a eu silence complet sur ces années où il a été viré de l'administration, on peut le dire. Oui, hein. Ensuite, il a présidé la Cour d'appel de Paris avec des procès, certains prestigieux. Et puis, il est parti. Je me rappelle encore, étant enfant, qu'il y a eu des moments, ma maman me racontait, où il y avait des gardes du corps, la police protégeait la maison quand c'était des procès qui étaient tendus. Puis évidemment, il est envoyé à Nuremberg comme juge observateur et il est témoin. Donc évidemment, pour lui, c'est extrêmement lourd. Et il prend avec lui une valise remplie de baguettes que ma grand-mère lui avait mis dedans. Il refusait de manger à Nuremberg. Il ne voulait pas manger la nourriture allemande. D'avoir le moindre plaisir en Allemagne. Je sais qu'il baissait les stores du compartiment du train pour ne pas voir le paysage. Il allait
à la cour, voir ces criminels affreux. Il parlait allemand, mais parfaitement. Mais il n'a pas parlé allemand pendant le procès. Il a refusé, bien sûr. Il parlait parfaitement allemand. D'ailleurs, dans mon enfance, je me rappelle, ma grand-mère aussi, ses lectures étaient en allemand, etc. C'était des gens, même si elle avait été première au concours général en France, très littéraire, mais c'était des gens qui ont vécu sous l'occupation. L'allemand était la langue dans laquelle Donc il a fait comment? Il a demandé un interprète? Il a demandé un interprète, tout à fait. Il parlait français. Voilà. Mais la partie la plus touchante à mes yeux, c'est évidemment après dans la reconstruction, c'est d'essayer d'intégrer tous ces mondes tellement variés de la communauté juive, qui est une mosaïque très étonnante, un petit peu comme on connaît ici, des tribus tellement variées. Et il a toujours insisté pour l'union de toutes les communautés. Il voulait un consistoire qui soit large et qui intègre Ashkénazes, séfarades, pieux, pas pratiquants, libéraux, que tout le monde y soit. Créer des réseaux d'écoles juives et créer évidemment l'école d'Orsay avec Manitou. Et puis il a fait un travail très important à mes yeux, sur lequel on ne s'étend pas, pour convaincre l'État français. Il était maintenant un haut personnage de l'État, convaincre le président Auriol, je parle d'avril 1948, de prendre la bonne décision au moment du vote de l'Assemblée de l'ONU. Il a fait du lobbying. Il a fait du lobbying. Oui, mais un lobbying de l'intérieur, de hauts fonctionnaires. Et le langage a changé, puisque là, on n'avait plus à faire... un très grand dommage avait été fait à la communauté juive, à tout point de vue, mais aussi dans l'image, la banque et la finance. Et là, on parle de personnes qui sont des hauts fonctionnaires, des hauts serviteurs de la France, et donc qui pouvaient avoir un impact sur les structures. Et il a tissé des liens avec Israël dans des années importantes, qui sont les années 50, 60. Si vous ouvrez l'histoire, vous verrez ce qui s'est passé entre Israël et la France dans cette année-là. Ben oui, on le sait. Et donc, c'est... voilà, on n'est pas là par hasard. On se rend compte qu'il a été important à toutes les étapes, depuis, on va dire, la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, puisque les structures perdurent encore. Mais c'était une autre culture. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de selfies. On n'est pas dans ça. Ah ben ça c'est clair. On cherche comment on peut faire avancer, comment on peut servir. Et voilà, ce qu'on sait donc c'est pas par hasard, j'avoue, ou presque, ce qu'on sait pas du tout, ou presque, il a été aussi important pour la création de l'État d'Israël et pour l'obtention du vote de la France à l'ONU. Bien sûr. Et quand j'ai décidé de venir en Israël en fin de première, j'ai pris son talit qu'il y avait pendant la Shoah, et c'est le talit que j'ai porté avec moi pendant toutes les années à l'armée. La route continue, on n'est pas, on vient de quelque part. Mais c'est ça c'est très touchant, parce que sans savoir, en fait, tu connaissais pas sa vie, tout ça, tu l'as pris au fur et à mesure de tes rencontres. Oui, mais ça passe à travers. C'est passé quand même. Mais je ne peux pas ne pas mentionner l'autre côté, qui est ma famille du Maroc. Mon père est venu jeune de France, du Maroc en France. Ouais. Donc, un autre monde. Imaginez l'establishment à Neuilly, c'était quand même une société bourgeoise, aristocratique, extrêmement simple, mais une vieille France. Et mon grand-père a été tellement impressionné de voir ces jeunes, 16-17 ans, qui savaient officier la prière, qui savaient lire la Torah sans être des professionnels du rabbinat. Il les a accueillis. Oui, tout à fait. Et c'est comme ça, en fin de compte, qu'a eu lieu le premier mariage mixte, entre guillemets, dans la communauté, une chose complètement improbable dans cette aristocratie, avec un juif de Marrakech, Casablanca, qui arrive sur le sol français. Il avait une grande admiration pour ces communautés, les communautés d'Afrique du Nord qui savaient garder le patrimoine, le yiddishkeit. La tradition. Et ça l'a toujours beaucoup touché. Ça l'a touché, il a voyagé dans ces communautés-là. Bon, en tout cas, on était très impressionnés par le parcours de ton grand-père. Non, mais vraiment, alors je sais que certains sachants le connaissent, ceux qui ont notamment... Il n'y a pas de biographie sur lui, il faut dire qu'il n'y a pas de livre qui a encore été écrit. Il n'y a pas de... C'est incroyable d'ailleurs. Compilation de tout. Il y a... on peut trouver évidemment dans toutes les organisations, au consistoire, il y a des petits dossiers, des informations. À l'OSE. Ouais. On peut trouver un peu partout, mais il n'y a pas encore de bouquins. C'était important le monde que les gens apprennent un métier. Donc, dans ces organisations où il a travaillé, on peut retrouver
des plages. Mais j'ai pas beaucoup d'anecdotes parce que les années ont passé. Il aurait aujourd'hui 115 ans à peu près, donc 125 ans, pardon. 125 ans, voilà. Peut-être que quelqu'un, quelque part, nous écoute, on ne sait pas. Peut-être qu'on aura d'autres anecdotes. En tout cas, on peut dire que c'est un Lorrain qui a marqué l'histoire du judaïsme français. En cette jonction entre Yom HaShoah et à l'approche de Yom HaAtzmaut, c'est le sujet du moment. Ouais, c'était symbolique de parler de lui. C'est très émouvant, en tout cas, Gilles. Merci de nous avoir fait confiance pour raconter l'histoire de ce grand-père célèbre, mais pas encore très connu du grand public. J'espère qu'on va réparer tout ça. Merci d'avoir été avec nous, Gilles. Avec plaisir.